ceux qui sont en présentiel, ceux qui sont en distanciel. Donc nous continuons le cycle, les nouveaux champs d'application de la psychanalyse. C'est l'acte 2, psychanalyse et intelligence artificielle. Donc ce cycle d'application de la psychanalyse aux nouveaux paradigmes et aux nouveaux champs sociétaux nous semble important parce que je pense que vous voyez tous qu'on est sur des mutations. Je ne sais pas si elles sont positives ou négatives. En tout cas, il y a beaucoup de choses qui changent, qui bougent. Et la psychanalyse, pour nous, doit être prise dans ce changement-là. Et l'intelligence artificielle, vu que c'est quelque chose qu'on parle sans en parler d'ailleurs, c'est assez particulier. Et moi, ce qui m'a intéressé dans l'intelligence artificielle, c'est bien de... Pourquoi ça vient maintenant? Et qu'est-ce que ça nous dit aussi de cette mutation? Et j'ai fait un titre qui n'est pas très jungien, c'est ce que j'avais mis dans la présentation. Jung nous dit de faire conjonction et pas opposition. Là, c'est fait un petit peu exprès, de rentrer un peu d'abord en opposition pour bien voir d'où on parle. Nous, c'est-à-dire IFI, l'Institut de psychanalyse humaniste initiatique, d'où on parle, vous allez voir, entre le matérialisme et le post-matérialisme. Et c'est que ça peut venir se croiser. Et l'intelligence artificielle, on parle beaucoup d'intelligence. Et qu'est-ce que l'intelligence? Voilà, en travaillant, ça m'a surtout questionné sur tout ça. Alors attendez, j'accepte Gérard qui arrive. Quelqu'un veut participer? Ben oui, affiché. Et pourquoi il... Oui. T'arrives à accepter? Ben, je sais pas. J'arrive pas à le faire rentrer. Accepter, c'est bon. C'est bon. Hop. Gérard participe à l'appel. Bonjour Gérard. Donc en fait, en déroulant ce travail sur la conférence, ça m'a surtout questionné sur qu'est-ce que l'intelligence, qu'est-ce que la conscience. Voilà. Donc je fais une toute petite introduction avec le début d'une vidéo que vous trouverez pour ceux qui l'ont sur Gaïa TV, au niveau des psychédéliques. Mais c'est pas ce week-end qu'on parle de psychédélique. C'est le week-end prochain. L'Académie nationale des sciences a publié un rapport utilisant la biomasse comme métrique. Et tirant des données de centaines d'études différentes, les chercheurs ont déterminé quels royaumes et quelles espèces représentent la plus grande masse collective. Les plantes terrestres représentent étonnamment 80% de la biomasse totale de la Terre. Si c'est vrai, pourquoi les humains semblent-ils les considérer comme un élément secondaire? Un royaume aussi florissant possède forcément une certaine intelligence. Est-il possible que les plantes détiennent quelque chose que nous puissions absorber en plus de l'oxygène? Ce quelque chose pourrait-il être la connaissance? Un savoir qui pourrait nous aider à comprendre notre propre humanité sur cette planète? L'intelligence des plantes est très sophistiquée et nous essayons encore de la comprendre. Elle est très différente de l'intelligence humaine et il est très important de ne pas anthropomorphiser cette intelligence, c'est-à-dire de leur attribuer des qualités humaines et de considérer qu'elles manifestent cette intelligence de la même manière que nous. Par la
photosynthèse, qui consiste essentiellement à absorber la lumière du soleil, le dioxyde de carbone et l'eau, les plantes génèrent toutes les substances chimiques, tous les sucres dont elles ont besoin pour vivre, mais aussi pour échanger avec les animaux, comme les oiseaux et les insectes et d'autres plantes. C'est une intelligence très avancée. Elles ont un haut niveau d'efficacité et de conservation de l'énergie. Mais l'intelligence de ces plantes va encore plus loin. Non seulement elles sont dotées d'une mémoire à court et à long terme, mais elles sont capables de modifier leur environnement local. Les arbres en sont le meilleur exemple. Alors qu'ils poussent, ils peuvent avoir un effet profond sur le sol et les organismes qui les entourent. Lorsqu'une forêt pousse et crée sa propre canopée, d'autres plantes et arbres peuvent se mettre à pousser sur les branches d'arbres existants. Les plantes peuvent même communiquer avec d'autres plantes et avec des animaux. Souvent, cela se fait par l'émission de phéromones ou d'odeurs. Le royaume des plantes est étonnamment intelligent et nous savons avec certitude que les plantes ont la capacité de communiquer entre elles, qu'elles peuvent se protéger les unes les autres et qu'elles regorgent de toutes sortes de substances phytochimiques qui aident à protéger leur immunité, comme leurs huiles essentielles. Nous sommes donc encore en train d'apprendre toute la sagesse qui vit dans le royaume des plantes. Les plantes bénéficient d'un état de conscience que les humains ne semblent pas toujours comprendre pleinement. Et nous considérons qu'elles sont un peu moins évoluées que nous. Mais les plantes sont les héroïnes de cette planète. Elles nous ont fourni de l'oxygène, de la nourriture, des vêtements, des abris, des médicaments. Et nous savons que les plantes médicinales sacrées ont été utilisées depuis la nuit des temps pour élever et développer la conscience humaine. Voilà. Alors, si j'ai choisi de commencer par cet extrait-là, parce qu'il y a... On va s'arrêter là, en fait. Ma partie pourrait s'arrêter là. Qu'est-ce que l'intelligence? Qu'est-ce que la conscience? Parce qu'en travaillant sur l'intelligence dite artificielle ou l'artificialité de l'intelligence, j'en suis revenu à la conscience. Qu'est-ce que c'est avoir conscience de? Et on voit que dans cette... on est passé dans le discours de la vidéo sur l'intelligence à la conscience. Et surtout ne pas venir rendre trop humain cette conscience-là. L'intelligence, ce qu'on appelle intelligence, on va le dire comme ça, l'intelligence cognitive, elle est due au filtre du cerveau. Et ce cerveau-là, qui est formidable, est tout à la fois réducteur. C'est-à-dire qu'on va dire qu'est-ce que... Et on voit bien d'ailleurs la difficulté, si vous cherchez les définitions de l'intelligence et des façons de qu'est-ce que être intelligent, il y a plein de... Ils ne sont pas tous d'accord et ils ne seront jamais d'accord. Donc c'était sur ce regard sur l'intelligence, ça permet de questionner sur la conscience, de nos perceptions, et comment on pense. Comment on pense. Donc avec le cerveau, avec le corps en entier, avec les vibrations, avec ce tissage. C'est intéressant parce qu'il y a derrière la conscience d'être, il y aurait aussi toujours, je reviens sur la même chose, je suis désolé, à cette plus grande conscience qu'on peut retrouver par exemple dans les plantes, dans les animaux, cette plus grande conscience, vous l'appelez comme vous voulez, hein. Il y a plein de noms. En physique, c'est le champ unifié, chez les taoïstes, c'est le Tao, pour les monothéistes, c'est Dieu. Enfin, cette grande conception d'un tout, qui resitue toujours l'homme dans quelque chose qu'il a perdu, mais à mon sens, qu'il retrouve beaucoup.
Je suis repassé par les derniers travaux d'Olivier Chambon sur la conclusion de son dernier bouquin qui n'est pas encore sorti. Cette tripartition de l'être, en fait. Donc, pour comprendre un petit peu la démarche, à mon avis, de l'intelligence artificielle, il faut se borner à la représentation de l'humain pris dans un intellect, une capacité neuronale à comprendre le monde sur des apprentissages que l'on connaît tous, d'essais, erreurs. C'est pour ça qu'on parle la conscience dans le paradigme dans lequel nous sommes, mais en même temps on en sort, je crois. Mais c'est pas parce que le paradigme que c'est le biologique qui crée la conscience, c'est le biologique qui crée la conscience, c'est ce que nous dit la neuroscience et les neurosciences, c'est-à-dire que c'est une production biologique qui crée la conscience, donc qui créerait cette intelligence-là. Donc ça prétend expliquer que la conscience est due à l'activité biologique et électrique du cerveau et qui ont des effets sur les neuromédiateurs comme la sérotonine pour rendre compte de phénomènes, même de phénomènes spirituels. C'est-à-dire que les phénomènes qui seront dits paranormaux sont expliqués parce qu'il y a une production cérébrale qui fait que ça crée une confusion, donc quelque chose d'hallucinatoire. Donc cet hallucinatoire-là n'existe pas. Ça a été créé par le cerveau. Et la conscience de nous-mêmes serait aussi due à ce mouvement neuronal, on peut le dire comme ça. Donc aussi, on peut allier cette approche neuronale, neurophénoménologique, excusez-moi pour les gros mots, mais c'est comme ça, aussi dans le culturel. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on peut avoir... pourquoi pas que le cerveau, dans une surpuissance, mais vous allez voir tout à l'heure, enfin on va voir tout de suite que c'est faux, s'il se met à plus produire, il va pouvoir créer quelque chose d'hallucinatoire. Cet hallucinatoire va être différent, va être pris différemment dans les différentes cultures. Tiens, la culture, elle est là, c'est-à-dire qu'on n'aura pas la même représentation de choses dites invisibles culturellement, parce que ça ne colle pas dans un inconscient collectif. Mais c'est compliqué, parce que si on parle d'inconscient collectif, ça va ramener une conscience beaucoup plus large. Donc on voit bien qu'au niveau des neurosciences, c'est un peu compliqué d'ouvrir là, mais en tout cas, il peut y avoir cette ouverture-là, que la culture, le culte, vient influencer aussi ces représentations, mais qui sont qu'une émanation du cerveau, due à une surproduction à un moment donné. Donc du coup, ce qui est squeezé, c'est le côté, ça aussi c'est un gros mot, spirituel, ou élargi, mais pas au sens actuel. Vous savez, on parle de l'homme modifié, qui va très bien avec l'intelligence artificielle, puisqu'on va modifier l'homme, mais d'un point de vue biologique. C'est ce qui se passe à l'heure actuelle. Il y a beaucoup de sous qui sont mis dedans dans la Silicon Valley pour modifier cet homme modifié, mais dans son biologique, puisque c'est le biologique qui crée la conscience. Donc plus on va faire perdurer ce biologique, plus la conscience, et on va pouvoir petit à petit, alors dans le fantasme ou la réalité, je ne sais pas, de certains chercheurs, se débarrasser du corps pour n'avoir que cette émanation de cette conscience, mais qu'on mettrait dans une machine, puisque la machine est immortelle. Et
Et du coup, on vivrait éternellement dans un no man's land hors du corps. Ça veut dire qu'il faudrait être désincarné avant d'être incarné. Donc la prise en compte du corps, là, est très paradoxale si on essaye de les suivre. Moi, à un moment donné, j'y arrive pas. Il y a qu'à un moment donné, c'est ce corps-là qu'il faut faire perdurer dans le temps, mais en même temps, on va peut-être se passer de ce corps-là pour avoir quoi, une conscience. Mais si la conscience, c'est une émanation du cerveau, et que le cerveau est un organe, comment on se... voilà, ça me laisse un peu perplexe. Donc il réfléchit dans ce, pour moi, qui est une non-réflexion. En tout cas, qui viennent couper quelque chose qui est peut-être cette spiritualité qu'on a même à l'intérieur du corps. Petit à petit, ça deviendra plus clair ce que je raconte. Ce qu'on s'aperçoit, si on passe par ou des expériences psychédéliques ou des expériences dites de transe, c'est que justement la conscience élargit. Et ce qui est relativement étrange, c'est quand on observe un cerveau dans ces moments-là, au lieu d'être en surproduction, au contraire, il n'est presque pas en action. C'est quand même paradoxal sur les thèses des neurosciences que c'est une surproduction qui amènerait à cette illusion d'avoir une conscience plus grande, alors que quand on observe le cerveau à ce moment-là, il n'est pas en veille, mais presque. C'est ce qu'on constate aussi pour les morts imminentes, où il y a une mort cérébrale, c'est-à-dire que le cerveau n'est pas activé, et quand les personnes sont réanimées ou elles reviennent à elles vont vous dire, voilà l'expérience que j'ai traversée. Donc, où cette expérience-là, et c'est là où c'est un peu complexe, c'est dû à une surproduction du cerveau qui est partie dans les hallucinations, mais comme il ne fonctionne plus, c'est quoi cette conscience? Pour ceux qui connaissent, il y a un livre que le docteur Charbonnier a écrit il y a 2 ou 3 ans, suite à une thèse de médecine, et qui était validée, la thèse de médecine est validée, qui est sur la conscience intuitive extraneuronale. La conscience intuitive extraneuronale. Donc ce que nous dit aussi la science à l'heure actuelle, c'est que cette conscience, elle n'est pas prise dans le neuronal. Elle n'est pas prise dans le cerveau, pour simplifier. Donc ça nous ouvre à quelque chose de paradoxal, c'est que l'intelligence n'émane pas du cerveau, on est pris dans un champ de conscience et le cerveau nous aide à venir prendre un morceau de cette conscience, le mentaliser, le mettre en forme à quelque part, et en même temps, quand on met en forme, on formate, quand on formate, on réduit. Est-ce que ça va jusque-là? J'essaie d'être le plus simple possible. On pourrait, pour ceux qui connaissent l'auteur, j'arrive jamais à dire son nom, Aldous Huxley, c'est comme ça que ça se prononce? Non, c'est comme ça que ça se prononce, Aldous Huxley. Hein? Il parle, pour qui la conscience individuelle, qui est séparée de la conscience, source, hein, et il dit que le cerveau, cette partie-là du cerveau devient une valve de réduction, un filtre. On voit que certains chercheurs en ce moment viennent parler de ça. Huxley, pour ceux qui connaissent, lui, il a beaucoup travaillé sur psychédélique, cette ouverture de conscience-là.
Donc je vous disais que le docteur Olivier Chambon travaille, donc du coup, sur les 3 dimensions sont bien à prendre. C'est-à-dire que le côté biologique est intéressant. Le côté structurel, sociétal est important. Et le côté dit, on va l'appeler spirituel, est aussi important. Donc il lance un nouveau concept. Il n'y a pas que lui, mais donc peut-être que vous l'entendrez parce que c'est pas, ça vient de sortir. Théo-neurostructuralisme. Théo-neurostructuralisme. Qui est en fait pour moi la façon de parler de façon moderne de ce que les anciens appellent la tripartition de l'être. Puisque depuis la nuit des temps, cette tripartition de l'être était là. Nous, depuis 150 ans, elle est mise à mal par la science dite moderne. Si on reste très judéo-chrétien, même les premiers chrétiens, les pères de l'Église, étaient encore sur le corpus anima spiritus, le corps, l'âme et l'esprit. Concile de Nicée en 330, il y a eu le corps et l'âme, et depuis 150 ans, il n'y a plus d'âme, il n'y a plus d'esprit, il n'y a que le corps. Je vous le fais court, mais c'est un petit peu ça. Donc, je trouve que c'est intéressant dans les nouvelles sciences dites post-matérialistes, qu'en même temps, il y a quelque chose de l'ordre de la tradition qui vient se retrouver de façon similaire, mais en même temps différente. Et qui ramène l'homme dans ces 3 dimensions. Parce qu'on voit que dans l'intelligence, je ne veux pas être trop frontal, mais on va dire dans quelque chose de trop cognitif et comportemental, il n'y a qu'un corps. Et c'est celui-là qu'il faut rééduquer. La conscience, l'esprit, l'âme, c'est des mots qui n'existent pas. Ça n'existe pas. Partie d'arrive sur cette liste. Donc toute l'intelligence artificielle va être calée sur ce modèle-là cognitif d'apprentissage, d'essais, erreurs, de réapprentissage, de rééducation, etc., etc. Donc du coup, ça va amener un savoir. Ça va amener un savoir. Et on va dire ce savoir-là, c'est ça l'intelligence. Je sais parfaitement manier... Je sais parfaitement toutes les composantes de tel ou tel concept ou de tel... Donc du coup, ça va créer un savoir parcellaire, mais un savoir qui va permettre au niveau sociétal de dire, il sait, je le fais court, je sais, donc il sait, il est intelligent. Mais ce savoir-là, pour moi, il est à rapprocher de ce que Lacan dit, que le savoir, c'est l'ignorance. Je ne sais pas si j'ai compris cette phrase de Lacan, mais je pense qu'il veut dire que on a un savoir enfermé sur lui-même, qui est très efficient pour une chose, mais pas dans la globalité des choses. C'est-à-dire qu'on est de plus en plus... J'écoutais une mathématicienne, je ne sais plus son nom, qui est partie suite à un congé maternité, 18 mois loin de son laboratoire de mathématiques, et quand elle est revenue, elle était complètement perdue. Pourquoi? Parce qu'ils cherchent tellement que dans un axe donc ils avancent sur un axe, mais la globalité du tout n'y est pas. Donc il y a une forme de savoir et d'intelligence d'une chose, mais qui nie la totalité de ce que la tradition appelle la connaissance. Une connaissance n'est pas un savoir. Un savoir, c'est quelque chose de bouclé. Je sais, donc puisque je sais, je ne vais pas m'ouvrir à autre chose, puisque ce que je suis censé savoir, c'est bien.
Alors que la connaissance, elle demande de savoir et en même temps de ne pas savoir. Et dans connaissance, il y a le verbe naître, et puis il y a naître aussi à travers l'autre, à travers... Et n'oubliez pas, et je le dis assez souvent, je m'excuse, je raconte toujours les mêmes choses, que concept, c'est la même racine que conception. Donc un concept, il est toujours en évolution. Mais pas dans une évolution, j'allais dire, de pointe, d'aller le refermer sur... C'est de l'ouvrir sur de nouvelles représentations. Si on passe que par les mathématiques, c'est assez troublant. J'ai relu un peu un livre, là, Lacan et Grothendieck. Quand on prend Grothendieck, ce mathématicien, beaucoup de mathématiciens ont postulé par intuition. J'allais dire par non-savoir. C'est parce qu'ils ne savaient pas quelque chose qu'ils ont pu comprendre, conceptualiser ou prendre conscience de quelque chose. Quand Grothendieck fait mal à la tête, ceux qui ne le connaissent pas, allez voir. Là, je crois qu'ils sont 10 ou 20 mathématiciens de tous les pays du monde en train de travailler sur ce qu'il a laissé. Mais c'est à peu près 30 ou 40 000 pages. Hein. Et bien, à des moments, il écrivait toujours les mêmes phrases, notamment du texte de Jung. Il écrivait. Jusqu'à un moment donné, la forme de l'écriture l'amène, comme s'il sortait de cette intelligence du texte pour entrer dans l'intuition de l'écrit. Moi, ça m'a fait penser à ce que font certains dans les lettres hébraïques, sur les danses de lettres hébraïques, où on vient intégrer la lettre, en fait. Ce qui pourrait nous ramener aussi aux travaux de Lacan sur la lettre volée. Bref, il y a quelque chose qui sort du mental, du pur mental intellect, qui se lâche et qui vient prendre une conscience en soi autre. Comme si le mot, n'oubliez pas que c'est que du son. Et je ne sais pas si vous avez fait gaffe sur l'introduction, tous ceux qui interviennent, pratiquement, ils sont sonothérapeutes. C'est-à-dire qu'il y a les mots qu'on vient intellectualiser, et dans le mot, qu'est-ce qu'on vient lâcher? C'est toute la place de la psychanalyse aussi. C'est ce que l'intelligence artificielle, vous allez voir, pense pouvoir squeezer quelque part. Et peut-être qu'ils y arriveront. J'ai trop de trucs. Oui, du coup, l'intelligence artificielle colle bien avec... je le dis comme ça, il ne faut pas le prendre au pied de la lettre, c'est juste pour grossir le trait quand même. Hein. C'est d'avoir une intelligence dans un modèle réductionniste qui voit dans cet apprentissage le Graal du savoir. Mais est-ce que du coup, on est un sujet qui... Je sais que c'est très difficile cette phrase-là, qui peut commencer à penser par lui-même, ou un objet à éduquer au savoir, et qui répétera ce qu'on lui a inculqué qu'il faut qu'il sache, mais qui ne pensera peut-être pas par lui-même. Parce que c'est ça, l'intelligence artificielle, elle ne pense pas par elle-même, elle pense par ce qu'on lui a dit et de comment il fallait penser. Mais peut-être que c'est que l'intelligence artificielle qui voudrait qu'on pense tous de la même façon. Parce que le mot artificiel, c'est quand même la caractéristique de ce qui est artificiel, c'est ce qui est fabriqué, conçu par l'homme, croyant selon laquelle les phénomènes naturels sont produits comme des choses artificielles. On voit bien que dans cette intelligence artificielle, on ferait croire que c'est nous qui produisent les choses, qui produit cette conscience, cette capacité, mais quand même qui peut être fixée sur un axe de toute puissance,
C'est le fait d'être intelligent qui crée la conscience. Mais, vous voyez, c'est pas... comment vous dire, c'est pour ça que je suis passé par le Graal. Il y a une forme de toute puissance de cette intelligence, qui pourrait aussi passer par une toute puissance de la machine. Mais n'ayez pas peur, il n'y a pas d'être... Ouais. Un fantasme. Fantasme, oui, exactement. Il y a un fantasme de toute puissance, en fait, qu'on retrouve, si on met un petit peu en parallèle l'intelligence artificielle et le transhumanisme, c'est quand même un sacré fantasme. Parce qu'en fait, il y a à avoir peur de rien du tout dans l'intelligence artificielle. Il y a un sacré fantasme de faire croire à cette toute puissance-là, cette fantasme d'immortalité, de toute puissance, d'omniscience, etc., etc. C'est vraiment ce fantasme-là qui... Avec une société qui, par le biais, mais malgré eux, des médias ou des experts qu'on voit sur BFM ou sur toutes ces chaînes-là, qui y croient, hein, peut-être. J'ai connu, je disais que des conneries, maintenant je vais dire la connerie des gens, et vous allez voir. Oui, parce que c'est pris dans quelque chose, d'une croyance. Hein. Donc du coup, aussi, dans ces croyances-là, il y a la mise en place de la... Enfin, c'est pas une croyance, puisque ça existe, la psychiatrie dite computationnelle. C'est-à-dire qu'on va les computationner, on va les prendre, le modèle computationnel, vous allez voir, c'est très agréable, est en fait une description au niveau algorithmique des processus engagés pour résoudre une tâche donnée. Voilà, il y a une tâche à faire. Quels sont les processus? Les algorithmes neuronaux, hein, qui vont être en jeu. Donc c'est ça qu'on va commencer, on étudie. Ben voilà, les processus. Et le meilleur processus, c'est celui qu'on va retenir et qu'on va donner à la machine. Donc du coup, on revient en même temps hein, sur les théories de l'apprentissage, hein, d'essais-erreurs. Ils font aussi les mêmes apprentissages au niveau des animaux. Et donc du coup, on va aller voir quel est le meilleur routage, quelle est la meilleure façon pour apprendre le plus rapidement quelque chose, du coup qu'on va formater et qu'on va engrammer. Donc du coup, puisque ça a commencé aussi comme ça, ben oui, l'intelligence est très forte puisqu'elle a battu Kasparov ou je ne sais plus qui. Non, elle a été capacitaire à avoir les bons algorithmes qui ont fait comment les grands joueurs d'échecs fonctionnent. Donc du coup, ben, ils ont admis ça et du coup, la machine a gagné. Oui, elle a gagné dans la capacité à mettre les process les meilleurs, mais qui sont issus quand même de la pensée humaine. Hein? Et du coup, quand ils travaillent, on revient sur donc, la notion de récompense. Hein? C'est-à-dire que quand ils font... ils observent en même temps aussi sur certains animaux, même sur certains humains, comment ça marche, et on revient sur essais-erreurs, mais récompenses sur quand ça marche, et voilà, on revient sur c'est un système très pavlovien, à quelque part, mais qui marche. Qui marche. Donc si tu réussis, ben, c'est bien, si tu seras récompensé, si tu échoues, tu seras puni. Mais c'est très bien. Mais bien que tout marche bien dans cette société. Tout est mieux dans le meilleur des mondes. C'est très bien. Plus tu vas apprendre de choses comme il faut l'apprendre, mieux c'est. C'est la récompense. Par contre, si tu commences à penser différemment, c'est pas bien. Excusez-moi de schématiser. Hein. Donc certains commencent, comme disait Mireille, ou alors peut-être pas, peut-être c'est nous qui nous mourrons, à fantasmer que la psychiatrie computationnelle va remplacer la psychanalyse. Adrien Rivière, c'est un auteur, expert, hein,
qui est reconnu pour la prise de parole, alors qui coach beaucoup de personnes à la communication dans les grandes entreprises. Donc je s'est penché là-dessus, et notamment sur les travaux d'un psychiatre qui s'appelle Guillermo, alors je ne parle pas trop l'italien, Cecchi, S-E-C-H-I, si vous voulez regarder, responsable du laboratoire computationnel et de neuroimagerie chez IBM. Parce qu'ils y vont tous, hein. Je dis la Silicon Valley, ils y vont dedans. Hein. Et il a publié dans une revue, le World Psychiatry, ses travaux qui, encore une fois, je m'excuse pour la simplification, donc des algorithmes qui se calent sur le système neuronal. Donc cette intelligence issue d'essais, erreurs, bons et mauvais. Donc on va garder que le bon, que le meilleur. Du coup, encore une fois, on vient fabriquer cette intelligence en disant c'est la meilleure. Et c'est ce que je mettais en parallèle aussi. Donc du coup, on n'est que dans cette dimension de cette intelligence-là qui nous réduit, mais en même temps qui est très rentable, qui va très vite puisqu'elle est capable de, et qui colle bien avec ces fantasmes des théories de l'augmenté, qui saura rapidement résoudre un problème, pas n'importe quel problème, hein, pas le problème d'être sûrement mis seul dans la forêt amazonienne, parce que là je pense que l'intelligence artificielle, elle ne pourra pas faire grand-chose, parce qu'il y a tellement d'autres facteurs qu'elle n'a pas pu intégrer. On le voit d'ailleurs, moi du coup je travaille beaucoup avec ChatGPT. Et avec Valérie, on est content des moments où on s'envoie des messages. Ah, j'ai appris à ChatGPT ça, il ne connaissait pas un tel, ou ce concept-là, il n'arrive pas à l'intégrer parce qu'il sort du formatage dans lequel. Et oui, c'est pas inintéressant ChatGPT pour faire des synthèses. Mais si vous voulez lui amener une réflexion là-dessus, ou une nouvelle façon de voir, il ne connaît pas. Donc on est content, on s'envoie des messages. On a dit à ChatGPT des trucs, on lui a donné de l'info. Oui, on informe nous-mêmes ChatGPT. Mais en même temps, on en rigole, lui il rigole pas parce qu'il ne peut pas rigoler de ça. Il n'est pas... Oui, mais il n'est pas temporel. Il n'est pas temporalisé, oui. Nous, on temporalise un peu, on le remet à jour. Rémi, tu nous en parleras cet après-midi, mais il n'y a pas longtemps que en fait, le ChatGPT gratuit, il est actualisé que jusqu'en septembre 2021. C'est ça. Ouais. Donc voilà. Mais il faut la payer après. Ouais. Voilà, la version payante, elle est connectée à Internet. Donc en fait, donc, sa temporalité, elle s'est arrêtée en septembre 2021. Donc du coup, ce psychiatre se dit, on va écouter la parole de l'autre et puis on va le mouliner dans nos algorithmes. Donc, l'intelligence artificielle, elle utilise la même méthode comme psychanalyste. Ils disent, puisqu'on va aller écouter la parole de l'autre. Et on va aller voir, parce qu'il résume quand même l'écoute psychanalytique à une seule chose, si la parole de celui qu'on écoute est cohérente ou pas. Donc du coup, on va faire un mixte, puisque du coup, Sigmund Freud, ça intéresse au langage et à l'inconscient. Alors on va voir de quel inconscient on parle. Parce que vous savez qu'au niveau des neurosciences, on parle d'un inconscient cognitif, qui n'est pas l'inconscient dont on cause, nous, en fait. Donc, du coup, de le mettre en parallèle, parfois... autant j'adore faire des ponts, des liens, mais des moments, il y a des liens et des ponts qui ont du mal à se faire. Surtout s'ils sont réducteurs comme ça. Donc, Freud fait une découverte magique, nous dit les mots que nous employons, une fois interprétés, lèvent le voile sur nos expériences refoulées, enfuient au plus profond de nous. La structure et la cohérence des phrases sont également des indicateurs pertinents pour déterminer l'existence d'une pathologie psychique latente ou développée. Donc, du coup, on va aller se mettre à entendre, via des enregistrements et au logarithme, quand est-ce que ça colle pas, quoi. Donc, quand ça ne colle pas, eh ben, on va gagner du temps. Il va aller de plus en plus d'un côté discours de la psychose, et puis on va le mettre de ce côté-là. Ça, on gagne du temps. Et puis,
les logarithmes font le travail, on passe pas. Chercher d'aller se passer en psychanalyse, prendre la voiture, d'aller le voir. On va aller beaucoup plus vite, on sera beaucoup plus rentable, et en plus, on reste vraiment freudien. Hein. Moi, ce que j'aime bien dans la psychanalyse, c'est tous ceux qui démontent la psychanalyse, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. La psychanalyse a tout fait aussi pour être mal. Donc, grâce aux méthodes de l'IA et le traitement automatique du langage, qui se révèlent très performants pour détecter les incohérences des structures grammaticales. L'expérience donc, du professeur Seki consiste à demander à des patients de lire un texte, puis de décrire ce qu'ils ont compris. L'intelligence artificielle analyse alors le taux de cohérence et peut prédire avec un taux d'acuité de 83% ceux qui développeront une psychose dans les années à venir. Concrètement, elle quantifie la pauvreté du discours, c'est-à-dire la richesse des mots utilisés et la complexité grammaticale, ainsi que le vol des idées, c'est-à-dire la propension du locuteur à passer d'un sujet à l'autre sans lien logique. Cette cohérence intellectuelle. Ayez toujours en mémoire, parce que je la trouve très forte, cette phrase de Dolto. Dolto dit, il y a une intelligence supérieure, il y a une intelligence normale et il y a une intelligence débile. Ça me fait penser, parce que du coup, j'aimerais bien bosser un peu avec eux, faire de la formation avec eux en psychophanie. Hein, quand on avait travaillé, la psychophanie était l'art-thérapie. Quand on va travailler, quand l'enfant ou l'adulte autiste qui n'a pas accès à ce langage, donc il est complètement débile, parce que du coup, s'il fait le test avec le professeur, c'est qui là? C'est qui? C'est qui ce professeur en fait? Alors qu'on a vu grâce à la psychophanie, le texte, c'est-à-dire cet accès à l'inconscient, à la conscience, ou à l'âme, appelez-le comme vous voulez, de la personne, c'est une chose. On voit bien que quand on vient parler de ça, ça me fait penser... je supervisais, mais heureusement, je ne supervise plus l'équipe des paralysés. Ils ont changé de nom, je crois, d'ailleurs. Paralysés de France. Bon, je crois qu'ils ont changé de nom, c'est pas grave. Ou une grande souffrance de l'équipe. On comprend. Bref. Et à un moment donné, ça me fait penser à ça. L'équipe de soins palliatifs, l'équipe de nuit, pardon, dit juste, en parlant d'une résidente, dit, mais c'est pas à nous, il faut que ça soit le soin palliatif, parce que là, elle parle plus, elle communique plus, c'est un légume, elle va mourir là. Et en fait, je comprends très vite qu'ils ont peur qu'elle meure. Et en fait, dans cette histoire, ce qui s'est noué comme histoire de cette résidente avec les paralysés de France, c'est que c'était une des premières résidentes à arriver. Elle est arrivée maltraitée d'un EHPAD. Elle faisait 35 kilos, 36 kilos. Et toute l'équipe l'a investie. Heureusement. Et du coup, j'ai dit, mais donc, je pense qu'elle désire mourir ici. Mais préparez-vous à ce qu'elle meure. Parce qu'on voit bien que l'équipe, surtout de nuit, passait toutes les heures et demie pour la masser, parce que du coup, il ne faut pas qu'elle meure quand ce soit nous, qu'est-ce qui va s'y passer? Et je leur dis, mais vous ne me parlez que d'amour de cette personne-là. Vous l'avez pris en charge depuis, ça fait 10 ans que vous la prenez en charge. Comme si elle ne veut pas aller dans un autre service. C'est peut-être juste qu'elle soit dans ce service-là. Mais on est passé dans quelque chose de plus subtil, de qu'est-ce qui est en train de se conscientiser pour elle. C'est pas parce que du coup elle n'a plus accès à ce langage-là qu'elle communique plus, qu'il n'y a pas quelque chose de l'ordre de la conscience, parce qu'ils étaient tellement pris, on voit bien qu'ils étaient en conscience du soin. Enfin, comme si, après la séance, ils ont compris qu'il y avait autre chose qui s'y jouait dans ce rapport-là à l'autre. Que bien entendu, je n'ai pas pu parler avec la direction. Parce que la direction me demande, on fait des changements, ils n'arrivent pas à changer, il faut que ce soit comme ça. Déjà, tout le personnel de service, il ne parle pas avec les résidents. Donc, qu'est-ce que j'allais, moi, leur parler d'une prise de conscience qu'a fait l'équipe, et moi-même aussi, peut-être que cette dame choisissait de décéder ici, parce qu'il y a autre chose qui s'y jouait du rapport humain. Ils n'ont plus voulu de moi, et c'est très bien. Ah non, mais vos supervisions, ça ne va pas. Tant mieux. Tant mieux.
Donc c'est quand même intéressant, c'est 83% le taux de réussite qu'ils ont dit. Ben lui est psychotique. Donc lui, psychotique, il ne peut pas être trop intelligent quand même à quelque part. Parce qu'on sait que les psychotiques ou les autistes sont cons. Hein. Il n'y a que ceux qui sont. Je me dis, je suis comme Coluche, mais non, je dis la connerie des autres. Donc ça vient analyser les mots. Mais alors de quel mot? C'est quoi le mot en psychanalyse? Je n'ouvre pas l'impasse, les mots, MAUX, tout ça. Le mot, c'est quoi? Le mot, on a vu tout à l'heure, c'est un son. Un son, il est lié à quoi en général? À une vibration. La vibration est aussi liée à un affect. Un affect, c'est bien cette phrase assassine du Jacques Lacan encore. C'est l'affect du mot. J'ai jamais la phrase, mais l'idée elle est là. C'est que quand la mère parle à l'enfant, c'est bien l'affect du mot qui copule avec le corps de l'enfant pour donner l'inconscient. Il y a bien quelque chose du mot qui est noué aussi dans le corps. Le mot, on en parlait avec Myriam sur les groupes d'ethnopsychanalyse, c'est pas un traducteur qui est là, qui fait partie intégrante de l'équipe. C'est un interprète. C'est-à-dire que l'interprète, à un moment, il va dire « Oui, mais moi, dans ma langue, ce mot-là, voilà ce qu'il dit. » De l'affect qui s'y colle avec. Moi qui me moquais toujours des psychanalystes qui parlent bien l'allemand, mais c'est vrai que quand on regarde le mot « contre-transfert » chez Freud, il a pris le contre, dans l'allemand, qui veut dire pour nous « tout contre ». Ça n'a rien à voir. C'est vachement intéressant d'aller comprendre ce tout contre. Donc il y a bien quelque chose dans les mots qui vient jouer de l'ordre de l'affect, et pas simplement de la position grammaticale et de sa cohérence. Parce que l'analysant, des moments, on va dire, mais tiens, c'est peut-être l'incohérence du mot qui va nous faire comprendre qu'est-ce qu'il en est, de ce qu'il est en train de nous dire. C'est ça qui est important. C'est parce que je suis incohérent que je vais chercher l'incohérence. Je zappe 2 fois de suite les séances à Valérie. Donc du coup, dans ses rêves, peut-être qu'elle a mis une cohérence à mon incohérence. Ou peut-être c'est votre propre incohérence qui émerge. C'est de votre faute, et puis c'est tout. Qu'est-ce qu'il en est dans le mot? Qu'est-ce que... comment ça vient s'intégrer, s'incarner en nous aussi, le mot? Si on rentre dans Lacan, on ne va pas s'en sortir. Il y a quelque chose d'intéressant dans la mise en place de... En fait, quand on vient parler de nous, on parle de qui? Isadora Duncan, dans ses premières leçons de danse, demandait aux jeunes danseurs et danseuses, elle leur posait une question. Comme tellement je rabâche, j'ai vu que Marie-Odile l'a dit avant que... Qui danse en vous? C'est quoi cette saisie de nous? Et quand on vient utiliser le mot, on vient aussi utiliser... C'est pour ça que Lacan dit on est plus parlé qu'on se parle. Parce qu'on a d'abord été parlé. On a été parlé par l'autre. Dans cette image spéculaire, c'est pas que de l'intelligence de se comprendre. C'est bien une prise de conscience de qui l'on est et qu'on vient nous nommer dans cette symbolique du mot. Dans le miroir, c'est l'image spéculaire de nous, on se voit et on vient nous nommer, on vient nous symboliser, c'est bien ce travail
de symbolisation à travers le mot qui fait qu'on existe, dans le fait qu'on a été parlé et qu'on peut se parler. Et heureusement qu'il y a des espaces, et j'espère qu'il n'y a pas que la psychanalyse, où on peut se parler sur nos incohérences aussi. Parce que si on commence à dire que nos incohérences, elles ne correspondent pas au logarithme machin, et que du coup, on va être dans telle pathologie, pour nous, ça va être un peu compliqué, me semble-t-il. Je voulais juste cette phrase de... Hein, c'est cette question que vient questionner cette prise de conscience de nous, qui va dire, je ne sais pas si c'est pour ça qu'il le dit Lacan, mais j'aime bien cette phrase, l'idée de soi comme corps a un poids. L'idée de soi comme corps a un poids. L'idée de soi comme corps a un poids. Autrement dit, c'est peut-être un peu, c'est un petit peu pareil en alchimie, on parlait d'alchimie tout à l'heure, peut-être que dans la démarche analytique et dans la démarche spirituelle, on vient vraiment chercher cet ancrage de l'incarnation en soi, de cette prise de conscience de l'incarnation en soi, qui n'est pas qu'une idée, qui doit se percevoir. C'est l'artifice secret. C'est ça. Comment on crée cet artificiel du moi pour qu'il prenne corps. Et c'est ça qui a un poids. Oui, c'est ce que je vous disais, pour ça je vous l'ai dit. Je ne voulais pas... Donc du coup, la psychiatrie computationnelle va être géniale parce qu'on peut la faire via le smartphone. Il suffit d'avoir l'application qui est le bon logarithme qui va pouvoir voir vos incohérences, hein, et vous dire à un moment donné votre résultat et de quel côté vous allez... le smartphone a l'efficacité, c'est ce qu'ils disent, hein, on va avoir l'efficacité de l'analyste, puisque l'analyste, il n'oriente rien dans la séance. Il n'oriente rien, il n'y a pas d'orientation. Là, vous allez me dire, d'accord, là, ils sont très lacaniens, parce que certains lacaniens, ils vont vous faire la séance en 10 minutes, ils ne vont rien vous dire. Si, ça vous fait 120 €, parce qu'ils sont chers en général, les lacaniens. Mais ils sont efficaces. Donc, du coup, il ne dit rien. Donc, ben voilà, donc le smartphone, il ne dit rien, le psychanalyste, il ne dit rien, donc le smartphone et le psychanalyste, c'est pareil. Vous voyez une différence? Alors, la question, c'est, qu'est-ce qu'il en est de la présence? Qu'est-ce qu'il y a de présent dans l'intelligence artificielle? C'est quoi, on va pas passer par Heidegger, mais l'être au monde d'un smartphone et l'être au monde d'un psychanalyste, c'est pareil? C'est quoi être en présence à l'autre? Est-ce que le smartphone est en présence à l'autre? Oui. Moi, je vais lui créer une présence. C'est ma projection. Objet inanimé, avez-vous une âme? Oui. Puisque je l'anime. Il y a les photos de mes enfants, il y a les photos de mes vacances, il y a voilà. Et du coup, c'est un super objet, mais il n'y a pas de présence au monde. Je présuppose que si vous avez... pas obligé c'est psychanalyste, mais c'est n'importe quel thérapeute, il est présent. Même en visio, on peut être présent. La présence à l'autre, c'est pas rien. C'est comment j'ai pris aussi conscience de moi-même en tant qu'analyste que je peux avoir cette présence. C'est un peu compliqué, on ne va pas y rentrer dedans, mais sur Marie de Valérie, parce qu'on en a discuté aussi, c'est le topos, c'est ce lieu. C'est ce lieu. Le lieu de la cure, le lieu de la communication à l'autre, c'est un lieu particulier. C'est cette connaissance
qui va et là, on ne va pas pouvoir co-connaître. Lui, il va savoir, lui, il est supposé savoir dans quelle case il va me mettre, alors que dans une connaissance, on va bien, et puis schématiquement comme ça va me laisser dans cette position d'objet, alors que la présence à l'autre peut me convoquer sur ma position de sujet. J'ai convoqué hier un élève analyste sur sa position de sujet, ce qui fait qu'il n'est pas venu aujourd'hui, parce qu'il m'a dit, il faut que je réfléchisse, j'ai peut-être pas ma place. C'est bien. Et c'est lui, c'est pas moi qui lui ai dit, suite à ton résultat, dans la cure, mon algorithme me dit que ne faut pas que tu viennes. Parce que c'est pas... Là, tu n'as pas tout à fait la bonne moyenne pour pouvoir comprendre ce qui s'y joue ici. Alors que lui dit, en fait, dans la présence de ce qui... Dans cette présence de la cure hier, il a compris que c'est lui qui doit prendre la décision de venir s'isoler pour venir comprendre quelque chose qui est son histoire à lui. Pourtant, c'est bizarre, il parle avec les mêmes mots que le smartphone, il va écouter. Mais le positionnement n'est pas du tout le même. Puisqu'on va chercher l'autre du côté de cette fonction du sujet, qui n'est quand même pas rien. Excusez du peu parce que c'est un peu chiant, mais il n'y a du sujet que de l'inconscient. Donc là, c'est pas cohérent dans son discours conscient. Donc du coup, et ça squeeze aussi quelque chose. Face à l'intelligence artificielle, qui est hors corps, hors présence, on vient faire... il y a quelque chose de... Mireille, je ne sais pas si ça l'a marqué, mais la personne, Chantal Catalayoud, qui nous a transmis la psychanalyse, elle disait quelque chose que j'ai jamais trop entendu dans les sphères psychanalytiques et psychologiques. Elle disait... On s'engage moïquement dans une séance. On s'engage moïquement. N'oubliez pas que pour la psychanalyse, c'est le moi-corps. Le moi, c'est toujours sur l'instance du corps. De quel corps on vient causer, c'est encore autre chose. Le corps qu'on symbolise. Et dans cet engagement moïque, dans cet engagement du moi, dans la séance, ça on peut glisser un peu sur les travaux de Nasio, où il dit que des moments... L'analysant passe par le corps de l'analyste pour venir lui travailler sur son propre corps de la symbolique. Ça c'est des subtilités qu'il n'y a pas d'algorithme qui va... Parce qu'il y a bien à un moment donné, s'il y a l'algorithme, j'ai le corps de l'analyste, oui, mais il faut que ça... Il y a des jours, il n'y aura pas besoin du corps de l'analyste, puis il y a des jours, il y aura besoin. Hein, il y a ce que... Je vais m'arrêter, je vais dire trop de choses. Didier Angieux nous parle du contenant, mais il y a aussi cette notion de conteneur, qui n'est pas la même chose, qui est ramener aussi ce corps-là, cette contenance, cette présence à l'autre, pour que l'autre aussi rentre dans cette contenance. Et qu'à un moment donné, parce qu'il y a quelque chose qui vient contenir tout ça, on peut venir écouter ce que l'intelligence artificielle va dire, mais c'est de l'incohérence. C'est pas de l'incohérence. C'est de la cohérence qui demande d'être mise en sens dans l'histoire particulière et singulière du sujet à ce moment donné de où il en est de son travail. On ne parle pas de la même personne. Hein. On parle d'une personne qui est censée penser. Chez Angieux, le moi conteneur est celui qui assure la fluidité associative à travers l'image de la rêverie maternelle. N'est-ce pas la rêverie associative de l'analyste qui vient dans la cure exercer cette fonction du moi conteneur?
Il y avait les travaux de Buon aussi. C'est cet espace, ce topos, cet espace-temps particulier qu'on vient partager à deux, soit par le biais du langage, soit par le biais de l'intelligence, mais il n'y a pas que ça. C'est-à-dire, c'est même le pas que ça qui prend toute son importance. Autrement, on va formaliser un protocole psychanalytico-algorithmique qui va faire que la personne, je m'arrêterai là parce qu'il y a plein de choses à travailler, resterait toujours sur un faux self, sur la persona, chez Jung, sur le moi, chez Lacan. Parce que du coup, on peut s'illusionner. N'oubliez pas que, si on simplifie la théorie du moi chez Lacan, elle est bouddhiste, c'est-à-dire que c'est une illusion. Donc plus je vais m'illusionner de savoir, plus je vais rester dans l'illusion. Mais plus je vais me couper du vrai self, du soi, ou de ce sujet désirant que je suis. Parce que aller chercher du sujet désirant qui se pense par lui-même, c'est pas la même chose qu'avoir un objet qu'on va lui dire qu'est-ce qu'il faut qu'il pense. Pour revenir un petit peu à mon introduction. Voilà, je m'arrête là. Si vous avez des questions, dites-moi. Si on n'avait pas, on suit.